Donc j'étais en train de dire, j'allais dire que pendant un certain nombre d'années, je n'ai rien publié sur Samoa, mais j'ai publié sur les matériaux africanistes. Alors effectivement, ça me fait penser au fait que matériaux africanistes, ma thèse, bon, elle a été dirigée, enfin le directeur de thèse, c'était Marc Auger. Le morceau de choix, parce qu'il est devenu un livre pour d'autres que moi, c'était le début sur les classifications dualistes. Et on peut aussi se dire, mais alors, est-ce qu'il y a eu des échanges à ce sujet avec l'univers, disons, autour de Lévi-Strauss? Alors oui, il y a eu, en ce sens que j'ai envoyé mon livre sur les classifications dualistes à Lévi-Strauss, et j'ai reçu une lettre magnifique. C'est mon désespoir, je ne suis jamais arrivé à la retrouver, mais je m'en souviens très bien, où il me félicitait beaucoup. Et c'est ce qui a compté, autre hasard encore, que plus tard, j'ai pu avoir la chance de devenir membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Bon, ça n'était plus Lévi-Strauss qui était le directeur, c'était, je crois, François Héritier. Ensuite, ça a été Philippe Descola, etc. Mais j'y avais en quelque sorte une place déjà par avance. Mais il ne faut pas oublier que cette histoire de classification, qui est ce qui a fait connaître mon nom à l'extérieur, dans des pays anglophones, surtout une fois que le livre est sorti, et qui m'a valu aussi une lettre de Lévi-Strauss, c'était un petit morceau, un cinquième de la thèse. C'est quelque chose qui m'intéressait du point de vue très méthodologique, théorique. Alors oui, j'ai eu des collègues britanniques qui sont venus me voir en France à ce moment-là en disant « Ah mais alors, toute ta critique de Needham, etc. Ah mais est-ce que tu deviens l'un des apôtres du post-structuralisme ?» Moi je disais « C'est quoi exactement ?» Il n'y a pas de post-structuralisme. Ce que vous appelez le structuralisme en Grande-Bretagne, dont parle Needham, n'a rien à voir avec le structuralisme tel qu'on l'appelle en France avec Lévi-Strauss, en se souvenant que ce n'est pas Lévi-Strauss qui voulait avoir ce titre, c'est les gens autour de lui qui ont donné ça. Pour Lévi-Strauss, un certain nombre de combinaisons de possibles. On se souvient de Marc Auger aussi, l'idéologie, le pensable et le possible. Un certain nombre de possibles dans une société donnée, sur une ère culturelle donnée, même parfois très vaste, peuvent donner des combinaisons, des permutations, quel était le mot qu'il employait, des transformations, qui font structure lorsqu'on regarde l'ensemble de ces transformations, dont certaines sont réalisées et d'autres pas. Alors que Needham et les autres, paix à son âme, ce qu'ils appelaient structure, c'est dès qu'ils arrivaient à mettre quelque chose dans un tableau. A est à B comme B est à C, etc. etc. Ça n'a rien à voir. Donc je disais, ce que vous appelez le structuralisme, c'est pas ça. Donc ma petite critique de Needham, c'est pas du post-structuralisme, ça n'a rien à voir non plus. Mais de toute façon, même si j'aurais pu peut-être profiter de cette petite aura et devenir prendre la parole un peu plus dans les débats sur structuralisme, post-structuralisme, le symbolique, etc. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi, je restais avec mes échanges cérémoniels, avec ces animaux sacrifiés, dont une partie est donnée d'un côté, une autre partie de l'autre, avec ces circulations de couverture, de vaches sacrées. Bon, ça c'était un petit peu plus loin, chez les Nyamwezis, c'était des chèvres surtout. Mais le troupeau royal, c'était des vaches sacrées.
et avec ces circulations de coquillages et de monnaies tressées chez les Mélanésiens, dont Daniel de Coppet nous avait tellement parlé, et qui faisaient la vie de la société, où le corps même des morts revenait, où se jouait la généalogie, la continuité, la survie. C'est ça qui m'intéressait. Même si j'ai mis combien d'années à écrire vraiment là-dessus. Ça, c'est le livre de 2016, Mauss. Mais j'aurais dû l'écrire depuis le tout début, parce que toute la première moitié du livre, c'est sur des notes qui datent de cette époque-là. Mais c'est compliqué. En tout cas, bref, c'est pour ça que je restais... Alors, j'étais plus connu comme dans ces débats sur les classifications, structuralisme ou pas, mais en fait, les gens avec qui je partageais au séminaire, là, on était sur rituel, échange cérémoniel, et c'est ça que je voulais. Et le pouvoir aussi, les systèmes d'autorité mêlés à ça, parce que ce qui était passionnant dans ce que racontait Daniel de Coppet, c'est de quelle manière la circulation des monnaies, entre guillemets, arrêt, faisait et défaisait la structure d'autorité entre les grands hommes, comme il l'appelait, les chefs de paix, ceux qui alternaient comme big man, disons, pour de certains groupes, et qui étaient tous soumis en quelque sorte aux aléas de cette circulation et de ces échanges et de ce qu'il en résultera. Et c'est pour ça que dès le début, à Samoa, même si là aussi ça va mettre beaucoup d'années, je me suis beaucoup intéressé à voir de quelle manière la circulation des objets cérémoniels les plus valorisés dans cette société polynésienne, à savoir les nattes fines, les fine mats, dont on voit ici d'ailleurs une photo sur l'un des hommes samoa, c'est une photo historique. Pourquoi ça? C'est la vie et la mort, c'est la généalogie, c'est le renouveau, c'est la condition de tout. C'est ça qui m'intéressait. Parce que aussi, c'est de ça dont nous avait constamment parlé Daniel de Coppet avec Maurice Ockart. La vie des sociétés, le renouvellement des sociétés, c'est à chaque fois cette tentative désespérée, mais toujours recommencer, d'essayer d'attraper temporairement quelque chose du flux de la vie qui va et qui revient, et ça, il n'y a que par le rituel qu'on peut le faire, pour se donner à un moment donné les moyens, ou l'illusion si on veut dire, d'avoir les pouvoirs de vie, la fécondité, les forces de vie, avant que cela ne retourne. C'est un flux continuel, et en même temps, c'est le seul flux sur lequel les sociétés peuvent intervenir pour se donner l'illusion d'une pérennité. Et ça, c'est Ockart et c'est Mauss aussi, sur l'essai sur le don. Et c'est Daniel de Coppet, qui dans tous ses cours mettait ensemble Mauss et Ockart. Et là, c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui restait très mystérieux pour Dumont. Là, c'était pas son truc. Bon. Donc voilà, c'est pour dire que c'est ça qui m'intéressait, lié aux structures de pouvoir, et c'est ça qui fait que c'est ça dont je me dis que c'est ce que je vais essayer de vouloir comprendre en allant à Samoa. Mais avant de parler de ce terrain, je reviens sur une petite chose que je disais quand je me suis retrouvé à ne rien publier longtemps à Samoa, à la fois le confort de se dire je n'y étais pas obligé statutairement, mais aussi des personnes à Samoa. Voilà. Il se trouve que peu de temps après que j'arrive à Samoa, alors dans la petite ville, à l'époque vraiment une toute petite ville, on me dit il y a une, on disait en Samoa, université au Samoa, enfin université de Samoa. Je dis université, comment ça? Bon, j'arrive dans une petite école primaire délabrée, avec un groupe de gens absolument enthousiastes, des Samoans, des intellectuels Samoans, qui sont profs ici ou là, animés par surtout une dame, Madame Aiono Fanafi, Aiono Dr Fanafi, la première femme
titulaire d'une thèse, je crois, à Samoa en tout cas, mais je me demande même si pas sur toute la Polynésie, si pas sur toute l'Océanie, dans les années 60, sur le bilinguisme, les langues coloniales par rapport aux langues vernaculaires, etc. Et donc une dame et son mari, les Tangaloa Leotapita, un économiste, qui sont là comme un think tank, comme un groupe militant, c'est ce que je comprends très vite, et il m'explique tout ça, pour avancer vers l'idée d'une future université dans ce petit pays qui n'était indépendant que depuis 40 ans, 1962, son indépendance. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été très peu colonisé, puisque la colonisation au sens complet du mot, donc colonisation de peuplement et spoliation de terre, c'était uniquement à la période allemande, à peine une quinzaine d'années. Après, c'était un mandat néo-zélandais qui était uniquement un mandat géré par les Nations Unies. Donc là, il y a un think tank qui dit « Nous voulons créer un projet vraiment d'université pour notre pays ». Un projet où tout se fera uniquement en langue samoane. L'anglais, langue coloniale, oublié. Bon, évidemment, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais pur hasard, cette dame me dit, alors oui, j'entends dire, je vois, tu me dis que tu es français. Eh ben nous, on voudrait aussi développer un enseignement de langue. Est-ce que tu serais d'accord pour ouvrir un petit séminaire, bon, le séminaire qu'il y avait là-bas, de cette université, dans cette école primaire, c'était 4 personnes, sur l'enseignement du français comme langue étrangère. Ah, il se trouve, encore un hasard, que pendant mes années à Nanterre, j'avais passé un petit diplôme, je ne sais plus quelle était cette formation qui était arrivée là-bas, et je suis titulaire d'un petit diplôme d'enseignement du français langue étrangère. Mais de toute façon, à Samoa, ce n'est pas ce diplôme qu'il voulait. Mais je disais simplement, oui, je peux, ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir rencontrer des étudiants samoans qui viendraient là, et où on aurait un échange, en dehors de mes échanges dans les villages avec les familles. C'est comme ça que j'ai eu comme étudiants des gens qui sont devenus ensuite le responsable du bureau du tourisme national, etc. Donc des gens qui avaient une certaine ouverture, qui voulaient, qui étaient très profondément samoans, mais en même temps s'intéressaient au monde extérieur et aux langues extérieures aussi. Bon, bref, c'est pas ça qui est important, c'est un petit enseignement de français que j'ai fait pendant quelque temps, c'est que cette dame, Ayono Fanafi, je suis devenu au fur et à mesure des mois, puis à chaque fois que je suis revenu, très très proche d'elle. Vraiment, c'était presque comme une grande sœur. Et alors, évidemment, je la bombardais aussi de questions, en disant « Mais alors, cette question-là sur le système de parenté, cette question-là sur la chefferie, etc. » À chaque fois, elle m'arrêtait tout de suite, elle me disait « Écoute Serge, d'abord, nous, donc ce groupe-là, avons le sentiment profond que cela fait 100 ans qu'on nous vole nos trésors culturels. Alors on nous a volé beaucoup de choses aussi, une partie de nos biens, même si la spoliation des terres a été minime, il y en a eu aussi, depuis les consuls au XIXe siècle, puis ensuite la colonisation allemande, puis le mandat néo-zélandais. C'est une dame d'ailleurs qui avait joué un rôle fondamental à l'indépendance, et après, pour que la langue samoane reste, enfin devienne plutôt, la langue principale de l'enseignement à l'école primaire et secondaire, alors que les experts, évidemment, voulaient tous que ce soit l'anglais. Et donc, cette dame dit, écoute, ça fait 100 ans qu'on nous vole tout. Et maintenant qu'on est indépendant, alors qui c'est qui vient voler? Eh bien, c'est vous, les linguistes, les anthropologues, les sociologues. Vous voulez nos mythes, nos rites, nos histoires, nos mots pour faire des grammaires. Vous notez tout ça, vous repartez. Eh bien non, c'est à nous. Et c'est à nous à le faire. Les linguistes qui viennent et qui publient des grammaires sur la langue samoane, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux en faire une pour nous. Elle a fait certaines choses, et d'autres de ses amis aussi. Mais dans cet état d'esprit, elle me disait, moi je ne veux pas que tu sois comme ça. Donc je ne répondrai à aucune de tes questions directes. Mais viens m'expliquer quelles sont les questions que tu posais aux gens, comment tu arrivais à cette formulation,
pourquoi tu ne comprends pas ou ce qu'ils te répondent, qu'est-ce qui te manque dans ce qu'ils te répondent. Et au fur et à mesure, ces discussions interminables, extraordinaires, devenaient une sorte d'anti-dictionnaire, pas du tout une traduction donc du samoan vers l'anglais ou le français, mais une interrogation sur... Alors voilà, toi en français tu emploies le mot propriété, chef. Bon, en anglais, elle était bilingue évidemment, je vois bien quand tu dis chief, je comprends ce que tu veux dire. Mais nous, quand on dit ali'i, etc., qu'est-ce que tu vois qu'on dit dans ces mots-là? Le ariki, polynésien, ali'i, etc., etc. Et ça devenait des conversations extraordinaires d'un dialogue biculturel, ce qui est d'ailleurs le sous-titre que j'avais mis ensuite dans le seul gros livre que j'ai fait, disons, sur Samoa, qui s'appelle Fa'a Samoa. Dans le sous-titre, c'est pour un dialogue interculturel. Ça vient d'elle, et quand elle me dit, donc toi, j'espère que tu ne vas pas être comme les autres, parce que les étudiants américains, anglais, allemands, c'était surtout eux, néo-zélandais, qui déboulent, et qui déboulent pour faire une thèse, qui sont là pour quelques mois, et qui nous bombardent de questions, qui notent vite ce qu'ils ont mal compris, qui retournent chez eux et qui publient, alors ça, j'en ai marre. J'espère que tu ne seras pas comme ça. Et en quelque sorte, je lui ai promis que je prendrais mon temps. Alors ça, évidemment, je ne l'ai pas expliqué en détail à Dumont parce qu'il était trop fâché le jour où il m'a dit « ça fait 7 ans que quand même », etc. Mais de mon côté, je ne me sentais pas coupable. Mais c'est ça aussi qui a fait qu'ensuite, quand j'ai commencé à publier des choses sur Samoa, chaque article commençait par « voilà ce que la tradition occidentale a surinterprété sur cet objet-là. Voilà ce que j'ai cru comprendre de ce que les Samoans m'ont dit. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette confrontation ?» Et c'est pas par hasard que mon tout premier article, bon, parce que je m'étais intéressé aussi, je vous raconterai par quelle suite de hasard aux questions de genre, gender, que mon tout premier article avait ce titre un petit peu énigmatique « Les frères et les sœurs ne sont pas des hommes et des femmes ». Parce que l'article est basé sur le fait que l'analyse des relations dites de genre est toujours, à cette époque du moins, sous le moule occidental binaire justement, Allah, Rodney, Nidam. Bon alors, il y a les catégories du masculin et du féminin. Voyons les rôles qu'ont les gens là-dedans. Ah oui, on admet tout à fait qu'une femme puisse avoir un rôle d'homme, mais on ne remettait pas du tout en question cette idée il y a une définition de la colonne homme masculin, de la colonne femme masculin, et on essaierait d'y mettre tout. Toutes les positions de parenté, toutes les positions rituelles, tous les styles de danse, tous les styles de chefferie. Alors après, il y a un auteur à Samoa qui est devenu un auteur sur Samoa qui est devenu célèbre là-dessus, c'est Brad Shore, qui arrivait à mettre dans telle ou telle colonne les systèmes de chefferie en disant que ce chef-là est plus masculin par la nature de son pouvoir, cet autre plus féminin, peu importe. Et moi, j'avais tout à fait vu les ambiguïtés, les incompréhensions de ce qui se produisait dans l'analyse du système de parenté et même de toutes les relations rituelles entre les frères et les sœurs, ou même le côté frère et le côté sœur, parce qu'on n'entre pas dans le détail, mais dans la compréhension d'une généalogie, ça se passe beaucoup plus par rapport aux descendants d'une paire frère-sœur originale que d'une paire mari-femme, par exemple. Et je voyais tout ce qui avait été raté ou mal compris par le fait d'essayer de, à chaque fois, voir ces configurations sous le chapeau binaire, homme, femme, masculin, féminin, etc. Et donc c'est pour ça que mon premier article s'appelait « Les frères et les sœurs ne sont pas des hommes et des femmes ». Traduit en mots samoans, les ta-ta-ta-ta, qu'on traduit par frères et sœurs, ne sont pas effectivement ce que les Samoans emploient comme mot quand ils disent homme-femme. Bon. Et finalement, tout ce que j'ai écrit après, jusqu'à aujourd'hui, a toujours été comme ça. Je commence par le malentendu,
Et qu'est-ce qu'on peut en dire? En me disant que finalement c'est la seule manière de faire une comparaison un petit peu honnête. Et c'est ce que disait Dumont aussi. Il disait, il ne faut pas avoir cette illusion qu'on peut oublier d'où on vient et que, avec un regard divin, nous allons pouvoir dire profondément, objectivement, ce qui se passe dans une société donnée. Nous arrivons forcément avec nos préjugés, nos a priori. Pour lui, le principal étant cette forme d'individualisme philosophique moral entraînant l'individualisme méthodologique qui nous rend aveugles, dans un premier temps, à la structure plus totalisante d'une société. Donc il dit, on arrive forcément avec ça. Et tout notre enjeu, c'est d'en faire un outil, c'est-à-dire de le mettre dans l'observation et de voir en quoi ce qu'on croit reconnaître par ces outils-là qu'on a importés de chez nous, nous conduisent à des fausses pistes, parce que quand on explique ces fausses pistes aux gens, en leur disant, alors voilà, moi j'ai compris de toi que tu as dit ça, et que lui dit, mais non, mais c'est pas du tout ça. On commence à se dire, bon, et on met en relation à chaque fois nos a priori et nos faiblesses qu'on ne peut jamais oublier complètement, qui sont là, mais en essayant de les faire travailler à l'intérieur d'eux. C'est pour ça que j'écrivais aussi à la fin de ce livre Face à moi, qui est donc paru en 2003, mais qui a été fini d'écrire en, on va dire, 98, 99, que, au fond, quel est le principe de vérité dans l'enquête anthropologique, puisqu'il n'y a pas une jauge objective, divine, absolue. C'est quand je crois avoir compris quelque chose sur une institution quelconque là-bas, et que je la retraduis en anglais pour ceux qui parlent anglais, ou en samoan quand je peux, plus ou moins, avec mes amis samoans, et qu'eux me disent, première solution, nous, on ne dit pas ça comme ça de cette institution, mais je comprends ce que tu veux dire, et ça me fait aussi un petit peu comprendre de quel point de vue tu viens. Là, le dialogue a commencé, et je continue. Ou bien, il me dit, attends, là, j'ai rien compris de ce que tu m'as dit. Ton interprétation, dans tes mots à toi, de cette chose-là à nous, j'ai rien compris. Et bien là, je dis, je me suis trompé. Et donc, ma ligne de vérité était fondée sur ce dialogue interculturel d'intercompréhension. Il ne s'agit pas de traduction, mais il s'agit exactement de cette petite règle que je viens d'énoncer. Et ça a été mon guide théorique toujours. Et dans ce livre Face à moi, c'est bien pour ça que j'ai des grandes parties sur économie, politique, genre et sexualité. Mais à chaque fois, je dis, alors, nous venons avec nos idées où nous appelons, où nous voyons dans le pouvoir ça. Avec l'économie où nous avons nos idées de propriété au sens ça. Voilà ce qui n'a pas collé du tout. Quand j'ai voulu appliquer ce genre de notion à Samoa et que j'en parlais avec les Samoans et qu'ils me disaient, mais tu n'as rien compris. Et de là, je repartais sur autre chose. Voilà, c'était ça, cette méthode que je ne regrette pas finalement.